Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles sur ITV. Cette édition est l'histoire d'un retour en feu de paille. Le feu qui a ravagé au petit matin des places d'affaires à Petersen. À Saint-Louis, les mareyeurs menacent de faire feu de tout bois. Et puis avec 176 morts dans le crash d'un Boeing en Iran, l'actualité ce soir est en feu. Voici la colonne vertébrale de ce journal. On notera ce mercredi le concours de légèreté qu'on a proposé aux Sénégalais avec la vraie fausse arrivée de Sadio Mané à Dakar après l'euphorie du Ballon d'Or africain. C'est peut-être le premier canular de l'année 2020 malgré les annonces en grande pompe auxquelles les autorités ont même été mêlées et personne ne verra l'ombre ni même l'étiphore de Sadio Mané. Le marché Petersen en plein cœur de Dakar est décidément très vulnérable aux flammes. Ce matin encore un incendie s'y est déclaré faisant de nombreux dégâts matériels auprès de quelques places d'affaires. Et quand ça survient, les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le temps change partout dans le pays, la fraîcheur s'est muée en froid piquant ressenti davantage la nuit. Et le petit matin, dans ce cas, il faut s'adapter ou souffrir. Dans les écoles, la leçon est bien suivie. Les élèves arrivent le matin bien couverts à la satisfaction des maîtres d'école. Illustration dans un établissement dakarois. Et puis c'est le moyen de transport le plus sûr, mais en cas d'accident, ça ne laisse aucune chance. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine Airlines à son décollage à Téhéran. Il y a 176 morts. Le développement de tous ces titres dans un moment. C'est donc la chronique d'un retour avorté, le passage à Dakar du meilleur footballeur africain de l'année 2019 ressemble à s'y méprendre à un canular attesté par les explications abracadabrantesques de certains acteurs. Expliquer que le jet privé qui transportait Sadio Mané n'a pu avoir d'autorisation pour se poser à Tunis relève d'un mépris pour le nombreux public sénégalais qui l'attendait à Dakar pour le congratuler au musée des civilisations noires où une fête était prévue. Certaines personnes sont donc rouges de colère, même s'il y en a qui trouvent encore la force et la capacité à relativiser les choses. Omar Khan et Séléman Diallo nous racontent la baudruche dégonflée. Musée des civilisations noires, ici, l'heure n'est pas au dernier réglage pour accueillir Sadio Mané, mais plutôt au rangement. La déception y est le sentiment le mieux partagé. Aujourd'hui, c'est tout le peuple sénégalais qui est catastrophé parce que Sadio Mané, après El Hadji Diouf qui a eu le Ballon d'Or en 2002, nous, on s'attendait à recevoir le troisième Ballon d'Or de Sadio Mané. Mais on vient ici, on nous dit que c'est reporté. Nous, on ne sait pas pourquoi Sadio Mané ne sera plus à Dakar. Vraiment, là où on est catastrophé. D'un côté, on indexe le club Liverpool d'avoir gâché la fête. De l'autre, on incrimine la Fédération sénégalaise de football de n'avoir pas bien joué son rôle. Il faudrait que la fédération aussi revoie sa manière de faire. Je me rappelle le Ballon d'Or mondial, mais on l'a donné à Messi. Et Messi, c'est quelqu'un dans Barça, mais il est parti automatiquement en Argentine, il a fait 3 jours. Pourquoi pas nous? Sadio Mané ne pouvait pas le faire venir au Sénégal. Donc je pense que la fédération a tardé à faire la démarche. Parce qu'on n'attend pas le jour J pour dire que oui, on aimerait que notre joueur vienne au Sénégal pour l'accueillir avec un sarkal. Le 12e Gaïndé ne baisse pas les bras. Les supporters se préparent à accueillir Niancho. 14 régions sénégalaises. Nous avions mobilisé toutes les 14 régions du Sénégal pour accueillir Sadio Mané. Nous avons tout préparé, les chants que nous devions fredonner, tout ce qui va avec. Et ça, nous le gardons jusqu'à ce qu'il vienne. S'il ne vient pas dimanche, nous continuerons à l'attendre. Très attendu au lendemain de son sacre au Ballon d'Or continental,
Sadio Mané n'a finalement pas foulé le sol sénégalais. Le jet privé qui devait transporter l'enfant de Bambali n'a pas eu l'autorisation de décoller de l'aéroport de Tunis, nous dit-on. Et finalement, Liverpool a décidé de rappeler son joueur. Qui paie commande, c'est pas grave, il n'y a pas le feu à la maison, mais un incendie s'est déclaré ce matin vers 6 h au marché Petersen, qui semble être très vulnérable. Des magasins de pièces détachées ont été réduits en cendres. Les dégâts matériels sont sur place considérables. Voici le reportage sur place d'Alune Gueye et Sidignan qui étaient donc sur les lieux. Des pièces détachées éparpillées ça et là. Les stigmates du feu sont encore visibles. Toutes les pièces de ces deux magasins sont parties en fumée. Le propriétaire ne réalise toujours pas. Environ 6 h du matin, elle a commencé. L'incendie serait intervenu vers les coups de 6 h du matin. C'est à cette heure-là que j'ai été informé. Les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont défoncé la porte. Pour l'origine de l'incendie, d'après certaines indiscrétions, c'est un court-circuit électrique. C'est le gardien qui nous a informés. Mais nous attendons le constant pour en avoir le cœur net. Pour l'instant, l'incendie est maîtrisé et nous attendons la suite. Amis, collègues et badauds sont venus au secours de cet homme qu'ils qualifient d'humaniste. On m'a annoncé l'incendie par téléphone et c'est vers 6 h du matin. C'est de là que j'ai quitté Pékin pour venir ici au marché Petersen. Vous savez, ce gars, propriétaire du magasin, est vraiment gentil parce qu'il nous aide à plusieurs reprises. Selon sa secrétaire, les pertes sont énormes. Aux environs plus de 180 moteurs, des boîtes, ainsi de suite, des radiateurs, des matériels, touches, comme pièces neuves, volants, des moteurs, boîtes. C'est énorme. À notre arrivée, les sapeurs-pompiers étaient en train de remballer, mais sans commentaire. Autre chose à Saint-Louis, le poisson pourri par la tête, c'est le cas de le dire. La situation que vivent les mareyeurs de la vieille ville, comme ils le décrivent eux-mêmes, ne fleure pas bon la stabilité ni même la quiétude. Ils dénoncent les taxes élevées et tous ces droits dont ils doivent s'acquitter au niveau des stations de pesage. Dans ces conditions, il pourrait arrêter le transport de produits halieutiques vers d'autres régions du pays d'ici le 15 janvier selon eux. Mais une rencontre de la dernière chance est prévue avec le ministre de tutelle, Momar Alisnia, à Saint-Louis, nous raconte la situation. Les mareyeurs de la capitale du Nord haussent le ton. Et cela pour fustiger les taxes qu'on leur fait payer au niveau des stations de pesage à travers leur circuit. Bon, il y a toujours des errements au niveau des pompes bascules que nous ne parvenons pas, nous, mariés, de payer ces taxes-là. À la rencontre qui est issue pendant 2 ans, on nous avait dit que vous allez payer sur l'acier. Il s'est trouvé anormal. Un camion qui charge 15-20 tonnes. Au maximum, il n'y a pas un camion qui dépasse les 25-27 à Saint-Louis. Il n'y en a pas. Je peux défier quiconque que ce soit. Il n'y en a pas un camion qui peut dépasser 20 tonnes à Saint-Louis. Bon, comment il s'est trouvé que nous, qui sommes dans l'informel, dans un secteur productif, pourquoi nous amener à payer des taxes qu'on ne peut pas payer? On ne peut pas. En attendant leur rencontre avec le ministre des Transports prévue ce jeudi, ces mareyeurs menacent de partir en grève dès le 15 janvier prochain. Et puis, nous avons le ministre du Transport a reçu les mareyeurs au niveau national. Il a pris des décisions. Nous attendons ces décisions. À l'issue de sa réunion qui se passera jeudi. Si ça nous disconvient à l'ensemble des mareyeurs, nous allons revenir à l'intention. Mais sinon, on va arrêter toute la pêche sénégalaise que nous allons arrêter à partir du 15. Nous allons avertir nos pêcheurs à Saint-Louis qu'aucun pêcheur ne parte à Saint-Louis et aucun chargement ne parte à Saint-Louis. Nous sommes formés à ça, nous ne serons pas revenus. Mais si le ministre vient sur la décision à partir du jeudi, nous saurons comment réagir.
De leur côté, les pêcheurs espèrent qu'une issue heureuse sera trouvée à ce problème pour leur permettre de continuer à vendre le poisson. Et loin de l'écume des vagues en matière de finances, le marché des titres publics est un moyen qui permet au pays de l'UEMOA de renflouer les caisses tout en finançant des projets d'avenir. C'est dans ce cadre que le Sénégal a pu obtenir un montant record de quelques 200 milliards le mois dernier sur le marché international. L'agence UEMOA Titres, qui promeut de telles pratiques financières, organise la seconde édition des rencontres du marché des titres. Moustapha Gabar Diop, sur les images de Seleman Diallo, nous précise les objectifs de ce rendez-vous. Le financement des États de l'UEMOA, notamment de leurs projets de développement, est au cœur d'une rencontre des acteurs du marché régional de la dette. Objectif : élargir la base des investisseurs non bancaires au sein de l'espace UEMOA. L'idée pour nous est de mobiliser toute la sphère financière de notre sous-région pour innover et attirer l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient investisseurs institutionnels, banques, sociétés d'assurance ou investisseurs particuliers, vous et moi, à venir participer à ce marché et à donc acheter des titres et permettre à nos pays de lever les montants nécessaires donc au financement de leur budget et de leurs projets de développement. Après près de 24 mois d'absence du marché des titres publics, le Sénégal attire de plus en plus d'investisseurs. Au courant du deuxième semestre 2019, où le Sénégal a pu lever à 3 reprises 50 milliards, puis est parti sur une opération d'envergure de 200 milliards. Cet appétit et la notation et la crédibilité qu'apportent les investisseurs locaux à l'État et à la signature du Sénégal ont fait qu'ils ont massivement souscrit à ces opérations et nous avons notamment, lors de la dernière émission, eu un taux de couverture qui avoisinait les 200%. Donc c'est ce contexte favorable, combiné à un contexte de liquidité qui est tout aussi favorable, qui explique les résultats obtenus par le pays. Jusque-là, l'agence UEMOA Titres a mobilisé pour les États de la zone UEMOA plus de 3 420 milliards de francs CFA. Et sur le plan sanitaire, le Comité national de lutte contre le sida, l'USAID ainsi que l'ONU-SIDA se mobilisent contre la pandémie dans un cénacle intitulé Forum des partenaires. Ces organismes sont sur le point d'affiler des stratégies de lutte qui seront nécessairement validées par l'État afin de leur donner une forme de légitimité. Le gouvernement a d'ailleurs été représenté dans ce cénacle par son secrétaire général adjoint pour lancer les travaux. Voici le sujet de Mamadou Bipa Sissoko et Moussa Fall. Après 3 jours d'échanges, le Forum des partenaires a pris différentes résolutions pour éradiquer le sida. Les enjeux qui seront discutés aujourd'hui, c'est comment accélérer les résultats pour atteindre les 3,90 que vous connaissez. C'est comment rendre disponibles les tests pour que 90% des personnes vivant avec le VIH soient dépistées, que 90% soient traités et que 90% ne transmettent plus la maladie. Au Sénégal, nous sommes à 72, 87 et 79. Ça veut dire que nous avons des gaps qui ne sont pas très importants, mais il y a des gaps. L'objectif est clair et le chemin qui reste à parcourir l'est tout autant, mais cette lutte ne peut se faire sans l'appui financier des partenaires. Le Fonds mondial va allouer au Sénégal 25 millions d'euros pour les 3 prochaines années, mais ce n'est pas gagné d'avance. Il faudra répondre à un certain nombre de critères, écrire des projets techniques et aller mobiliser cet argent au niveau du Fonds mondial. Le problème, la précarité de ces partenariats extérieurs, raison pour laquelle les entreprises privées sénégalaises sont sollicitées en plus du financement de l'État. Nous avons élaboré un plan de pérennisation et de transition vers des financements domestiques. Nous avons des acquis, mais c'est basé sur des financements extérieurs. Si ces partenaires extérieurs arrêtent leur financement, notre riposte tombe à terre. Donc, le combat pour l'éradication du sida est sur la bonne voie, mais pour la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, des efforts restent à faire sur la sensibilisation et la prise en charge des jeunes contaminés. Dans le monde,
Près de 800 000 personnes sont mortes du sida en 2018 selon l'ONU-SIDA, preuve que cette épidémie résiste encore. Et dans l'actualité sociale, quelques 600 femmes de la commune de Médina Gounass, dans la banlieue dakaroise, viennent de bénéficier d'équipements d'une dizaine de millions par le fait et l'entregent de la Croix-Rouge sénégalaise. Les outils de travail leur permettront la transformation de céréales locales et participent à la lutte contre la pauvreté. Ces femmes auront également, in fine, plus de pouvoir d'achat. Voici le sujet de Mamadou Lamine Fati. Une maison de la femme d'un coût de plus de 12 millions de nos francs. C'est ce dont ont bénéficié les femmes de la commune de Médina Gounass. Une œuvre de la Croix-Rouge sénégalaise et la ville de Séville. Quand la Croix-Rouge a une activité humanitaire quelque part, c'est toujours les populations les plus vulnérables qu'elle choisit. C'est ainsi que nous avons fait le choix sur la base d'indicateurs précis sur Médina Gounass, sur Pikine, sur Rufisque, Est et Ouest. C'est aujourd'hui que nous inaugurons l'unité de Gounass et demain ou après-demain, nous allons inaugurer l'unité de Pikine et l'unité de Rufisque. Ces unités vont concerner 640 femmes. 640 femmes qui étaient des marchandes ambulantes, des restauratrices qui étaient dans la rue et d'autres populations, d'autres femmes chefs de ménage. Donc ce sont ces cibles-là que nous avons essayé d'assister pour qu'elles sortent de la précarité pour pouvoir offrir aux populations disons des produits locaux, mais de meilleure qualité. La population de Médina Gounass magnifie le geste de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est une grande utilité parce que aussi c'est un centre qui est venu à son heure. Parce que aussi, comme vous le savez, Médina Gounass vraiment n'a jamais bénéficié des infrastructures qui leur permettent de faire leurs activités de développement, surtout en ce qui concerne les femmes. Donc aujourd'hui, si on a eu la chance d'avoir une unité de transformation des céréales, vraiment ça quand même c'est une grande chose. C'est avec une grande joie vraiment si vous voyez ces populations-là, ça montre vraiment que tout le monde est content. La présidente départementale de la Croix-Rouge de Guédiawaye se réjouit de cet ouvrage. Je suis très fière de ce que la Croix-Rouge est en train de faire dans le département de Guédiawaye. En termes de développement, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur presque tous les plans. Je dis que la Croix-Rouge reste et restera au service de la population, des populations, dans le cadre de l'acte humanitaire. Une vieille doléance des femmes de Médina Gounass qui vient d'être réalisée. Une infrastructure qui va leur permettre de transformer les céréales locales et par la même occasion lutter contre la pauvreté. Et en matière de justice, il semble bien que la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie comporte des articles dissuasifs qui visent donc à décourager d'éventuels auteurs et aggravent donc les peines. La direction des crimes et des grâces et son directeur adjoint, qui est par ailleurs un magistrat, ont soutenu que ce glissement va dans la bonne direction. On va l'écouter au micro de Cher Diop. Voilà pour tout le monde. Le viol tel qu'il est défini au Sénégal ne fait pas de distinction selon que l'infraction est commise par un homme ou par une femme. C'est une définition générique qui prend en compte toutes les formes de viol et quel que soit l'auteur qui aura commis cette infraction. L'étape suivante, c'est l'application de la loi. L'application de la loi, lorsqu'une personne est poursuivie, que l'on puisse effectivement prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette personne non seulement soit traduite devant la justice et que ces personnes soient jugées et que les peines qui sont prévues soient appliquées. L'autre élément, c'est la dénonciation. On pense qu'il ne peut pas y avoir de poursuite si les auteurs de viol ne sont pas dénoncés ou ne sont pas traduits devant la justice. Cette dénonciation, qui peut la faire, c'est tout le monde. Tout le monde. Les viols, on a l'habitude de le dire et tout le monde le constate généralement, les viols se commettent au sein des maisons, parfois même au sein de la même famille. L'auteur parfois est la victime,
appartiennent parfois à la même famille. Et s'il n'y a pas de dénonciation, il ne peut y avoir de poursuite. Et s'il n'y a pas de poursuite, il ne peut y avoir de condamnation. Le viol conjugal n'est pas spécifiquement réprimé au Sénégal, mais la définition du viol prend en compte tous les cas de viol. Le viol conjugal comme le viol entre deux personnes. Il n'y a pas de distinction. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Chersal. Les médias iraniens 5 jours après l'élimination du général Hassan Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté ce mercredi en tirant des missiles contre des bases abritant des soldats américains. Selon le Pentagone, une douzaine de missiles ont été lancés depuis l'Iran contre 2 bases militaires en Irak. Les sites attaqués sont les bases d'Ain al-Azad et d'Erbil. Al-Azad abrite 1500 soldats américains et des forces de la coalition. Aucune perte n'a officiellement été annoncée. Selon l'armée irakienne, 22 missiles ont été tirés. Aucun soldat irakien n'a été blessé. Ces raids revendiqués par Téhéran marquent un tournant. C'est la première fois depuis des années qu'Américains et Iraniens s'affrontent directement. De quoi redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert. Même si les responsables américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. Dans un tweet, Mohamed Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son pays avait mené et terminé dans la nuit des représailles proportionnées. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, a-t-il insisté. Somalie, l'explosion d'une voiture piégée à proximité de l'Assemblée nationale à Mogadiscio ce mercredi 8 janvier a fait au moins 4 morts et plus de 10 blessés, a annoncé la police somalienne, mais le bilan pourrait s'alourdir. L'attentat a été revendiqué par l'islamiste Sebap, affilié à Al-Qaïda. Le groupe terroriste a mené récemment plusieurs attaques, notamment dimanche, contre une base américano-kenyane au Kenya, voisin de la Somalie, tuant 3 Américains. Lorsqu'elle a explosé, la voiture piégée se trouvait avec d'autres véhicules à hauteur d'un barrage routier le long de la route Makatal Mukaram, près de la zone Saïdka, où est situé le Parlement somalien. La charge était à bord d'un véhicule, a indiqué un policier. Les forces de sécurité pensent parce qu'ils n'arrivaient pas à passer le barrage routier. Le kamikaze l'a fait exploser. Les Sebap mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée à Mogadiscio. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. République démocratique du Congo, un ultimatum musculé de la police aux étudiants de Kinshasa. Selon cet ultimatum, tout étudiant encore présent jeudi sur le campus sera considéré comme un infiltré, un ennemi de la République faisant partie des bandits qui ont tué au moins un policier et blessé grièvement d'autres mardi, selon le communiqué de la police. La police usera de tous les moyens légaux pour exécuter l'ordre du gouvernement qui a demandé mardi la fermeture du campus et l'évacuation des résidences universitaires dans les 48 heures. La police demande aux étudiants d'évacuer volontairement leur résidence universitaire avant le lancement de l'opération de déguerpissement forcé. Istanbul, les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine appellent à un cessez-le-feu en Libye à partir du 12 janvier à minuit, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Dans un communiqué commun, les deux pays exhortent tous les belligérants à s'asseoir à une table de négociation pour parvenir à la paix. La Turquie soutient le gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, tandis que la Russie appuie les forces du maréchal Khalifa al-Haftar qui ont lancé une offensive sur la capitale libyenne au printemps dernier. Et on ajoute dans cette actualité internationale qu'un Boeing 737 ukrainien s'est écrasé aujourd'hui après son décollage de Téhéran. Il n'y a aucun survivant parmi les 176 passagers et membres d'équipage. C'est donc le moyen de transport le plus sûr, mais en cas d'accident, ça ne laisse aucune chance. Et avant de boucler cette édition, le temps est de plus en plus frisqué. On l'a remarqué, le froid est piquant et ça se vérifie surtout
la nuit et aux aurores. Il est donc important de s'habiller en conséquence et sur les élèves, les parents doivent particulièrement veiller en les couvrant d'habits chauds. Nous sommes donc allés voir dans une école élémentaire de Dakar où les précautions nécessaires semblent avoir été prises. Le reportage est habillé donc ce soir par Boubacar Dian et Moussa Fall. École élémentaire Sakura Badiane de Koloban, une cour déserte. On entend même le bruit des feuilles du palmier. Dans la classe de CM2, l'enseignante explique un texte de lecture. Visiblement, les élèves sont très enthousiastes. Dans cette école élémentaire, les enseignants comme Amadou Lena Diop constatent que les parents prennent soin des enfants quand ils viennent à l'école en cette période. Oui, comme vous avez pu constater par vous-même, si vous regardez les élèves qui nous entourent, vous voyez qu'il y a certains qui ont eu à changer leur manière vestimentaire. Parce que vu que nous sommes en période de froid, il est très naturel de se couvrir. Et comme on dit que l'enfant copie toujours sur l'enseignant, comme vous pouvez me voir, comme vous pouvez constater, moi qui porte lourd, donc ce qui veut dire que c'est le temps et les élèves ont eu à faire de même. C'est ce que nous avons pu constater quand même. Bachir et Mamdiara, élèves en classe de CM2, sont à l'école depuis le matin. Tous deux sont bien couverts. Moi, je porte des habits Wolof chaque jour. Je mets des pullovers, des pulls parce qu'il fait très froid. Je porte des habits lourds pour que le froid n'entre pas sur moi. La fraîcheur se fait de plus en plus sentir partout au Sénégal. Une période où enfants, jeunes, adultes, tout le monde s'habille en conséquence. C'est pourquoi les parents prennent bien soin de leurs enfants quand ils viennent à l'école le matin pour leur permettre de suivre leurs cours normalement. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. La météo reviendra dans un instant sur cette fraîcheur. Et puis, il y aura les inspirations du professeur philosophe qui s'intéresse ce soir à Sigmund Freud. Il y a également, par la suite, Keno Askanui, dirigé par Khalifa Diakhaté. Il faut se faire à soi-même les éloges que l'on mérite. Les peuples ont besoin d'idoles et Sadio Mané est une icône du football malgré le faux bon. Je vous remercie de votre aimable attention et bonsoir.